Egypt has unveiled a major new archaeological find near its capital, Cairo. L'aventure du vol a commencé il y a un siècle avec les frères Wright et leur planeur à double hélice alimenté par un moteur à essence. Dès lors, l'homme a réalisé un vieux désir de ses ancêtres. Avec des croquis de voile, de planeurs et d'hélices, les dessins de Léonard de Vinci étaient clairement un précurseur du vol. Pourtant, nous découvrons des parallèles avec des machines volantes ou des inventions qui pourraient d'une manière ou d'une autre permettre à nos ancêtres de voler dans de nombreuses mythologies du passé. Ce ne sont que des légendes, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous examinons certains des artefacts et des découvertes qui, selon les experts, sont des aéronefs extrêmement anciens. Il existe un certain nombre de découvertes archéologiques connues sous le nom de OPART, Out of Place Artifacts, qui sont très controversées, mais tout aussi fascinants et qui peuvent nous aider à saisir l'étendue de l'ancienne technologie avancée. L'une de ces découvertes est sans doute le soi-disant planeur de Saqqara. La tombe de Padi Imen à Saqqara en Égypte a été découverte en 1898 par les grands égyptologues d'autrefois. La tombe, comme toutes les grandes découvertes de l'époque, regorgeait d'artefacts, de murs peints, de momies et de toutes les richesses et objets matériels laissés derrière soi pour aider les défunts dans l'au-delà. Cependant, les archéologues ont également découvert un oiseau miniature sculpté en bois parmi les objets plus connus tels que des outils, des œuvres d'art, des céramiques, etc. Il était assis paisiblement sur une sorte de table posée par des mains inconnues il y a 2200 ans, soit environ 200 ans avant JC. Le petit oiseau en bois pesait un peu plus de 39 grammes et était presque entièrement symétrique. On a également découvert que le modèle d'oiseau avait été minutieusement sculpté dans le bois d'un sycomore. Une aile distincte, sculptée séparément et placée dans une fente sur le dessus du fuselage, mesurait exactement 180 mm d'envergure. Les ailes étaient étonnamment bien fabriquées avec un profil contemporain à configuration inversée, également connu sous le nom d'anèdre. Ce qui signifie que les ailes s'affaissent vers les extrémités au lieu de se relever légèrement comme c'est le cas dans les avions modernes. Le fuselage s'effilait précisément, sa conception étant aérodynamique que, vu d'en haut, il ressemblait à un avion actuel. Étant donné qu'il restait encore 5 ans avant le premier vol des frères Wright, l'oiseau miniature a simplement été étiqueté comme une représentation d'un oiseau authentique mais n'a pas été décoré dans l'optique de l'archéologue de 1898. De manière surprenante, la queue était tordue à 90 degrés par rapport à la verticale, comme pour former un gouvernail, contrairement à tout autre oiseau connu. Par conséquent, si l'on essayait de le faire voler ou de le concevoir comme un oiseau, le modèle n'avait pas la stabilité en tangage que procure un stabilisateur horizontal, ce qui rendait le vol impossible. En 1969, alors qu'il parcourait le musée Égypte du Caire, le docteur Khalil Messia, professeur d'anatomie pour artistes à l'université égyptienne de Helwan, est tombé sur le modèle parmi une collection de sculptures d'oiseaux. En tant que membre du Royal Aeromodeler Club et de l'Egyptian Aeronautical Club, il a connu comme étant différent des autres modèles d'oiseaux exposés. Il lui a semblé qu'il s'agissait d'un aéroplane miniature. L'oiseau de Saqqara, comme il a rapidement nommé, n'était pas comme les autres. Il n'avait pas de pieds ni de plumes peintes ou sculptées. Il n'avait aucune décoration autre qu'un petit œil peint sur le côté droit. En utilisant une approche moderniste de l'archéologie, il en déduit que les décorations ont été retirées de l'oiseau parce qu'elles n'auraient aucune valeur aérodynamique, ajoutant un poids inutile. Il a étudié attentivement la queue, notant l'absence de l'important stabilisateur horizontal. Sans se décourager, il a émis l'hypothèse que, malgré l'absence de preuves physiques, le fond plat de la dérive avait été à l'origine le point de connexion d'un stabilisateur horizontal. Des auteurs ultérieurs ont affirmé à tort qu'il y avait des rainures et d'autres preuves d'une queue. Il a déclaré que le composant crucial de la queue avait dû être perdu à un moment donné. Armé de cette théorie moderne et agressive, il a apporté l'oiseau de Saqqara au ministère égyptien de la Culture et a demandé un examen. Le professeur Messia a ensuite avancé l'allégation scandaleuse que l'oiseau original de Saqqara était en fait un modèle réduit d'aéroplane. Il a étayé son affirmation en soulignant que de nombreuses tombes égyptiennes contenaient de minuscules répliques d'objets dont les personnes récemment décédées et momifiées pourraient avoir besoin dans l'au-delà. Lorsqu'on déterrait des tombes, on découvrait fréquemment des modèles de chars, de bateaux, de personnes, de maisons et d'autres artefacts. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il fasse le rapprochement et déclare que l'oiseau de Saqqara était en fait un modèle de l'objet réel et donc un aéroplane égyptien en miniature.
Simon Sanderson, un expert en aérodynamique, a évalué une réplique du modèle dans une soufflerie sans fléau de queue et a découvert qu'elle créait 4 fois le poids et la portance propre du planeur. Sanderson l'a ensuite fait passer dans une soufflerie plus puissante et après avoir remplacé la queue manquante, il a déclaré que l'oiseau de Saqqara volait plutôt bien. Plus de 2000 ans après que les anciens Égyptiens aient sculpté cet étrange oiseau, la science moderne a démontré de façon incontestable qu'en taille réelle, il aurait pu voler dans le ciel égyptien. Quelle meilleure motivation pour construire une pyramide que d'avoir une bonne rampe de lancement. Si le vent souffle comme il faut, il s'élèvera sur le côté de la pyramide et générera de la portance. En parlant de rampe de lancement, voici une autre découverte étonnante qui suggère que nos ancêtres disposaient de la technologie nécessaire pour s'élever dans les cieux. Même après la décennie d'études rigoureuses, les lignes de Nazca restent un mystère. Les archéologues pensent savoir comment elles ont été produites, mais ils ne savent pas pourquoi. Les chercheurs ont récemment proposé que les lignes soient liées à des cérémonies de fertilité impliquant la disponibilité de l'eau, mais certaines personnes continuent de percevoir quelque chose de distinct dans ces lignes exceptionnellement longues et droites. Il affirme que les lignes les plus droites représentent les pistes d'atterrissage d'anciens aéroports. Les lignes de Nazca étaient-elles des aéroports pour les extraterrestres? Les motifs de Nazca présentent un large éventail de figures. Certains sont reconnus comme des animaux, tels que des araignées et des singes, tandis que d'autres sont plus abstraits. Il existe également un sous-groupe de figures qui sont entièrement constituées de lignes droites. Certains sont construits sur les sommets de collines et semblent s'arrêter au bord des falaises. Contrairement aux autres dessins, qui sont purement figuratifs, ils ont la longueur et la rectitude d'une piste d'atterrissage. Selon certaines théories marginales, ces motifs seraient d'anciennes pistes d'atterrissage ou des aéroports. Les lignes découpées dans les collines ont été supposées avoir été conçues dans le but exprès de lancer les planeurs. Il y a 2 camps qui croient que les lignes de Nazca représentent des pistes d'atterrissage. Ceux qui pensent que les géoglyphes ont été construits par des extraterrestres en visite et ceux qui pensent que les peuples Nazca possédaient une technologie de vol et l'a utilisée pour faire des lignes. Les 2 camps affirment que les répliques de Tolima, qui sont des figures en or, ressemblent à des avions à réaction, constituent une preuve supplémentaire que les anciens Sud-Américains possédaient une technologie de vol ou qu'ils ont rencontré une technologie de vol fabriquée par quelqu'un d'autre comme des extraterrestres antiques. El Fuerte est un site en particulier qui offre certaines des caractéristiques les plus attrayantes. Il a été découvert dans un site archéologique précolombien en Bolivie. On pense que le site a servi de centre cérémoniel à plusieurs tribus précolombiennes pendant plus de 1000 ans avant de devenir la demeure des Incas qui ont fait du site la capitale orientale de leur empire. Leurs chercheurs ont souvent indiqué qu'ils pensaient qu'une civilisation très évoluée existait auparavant, produisant des vastes monuments en pierre avec des connaissances et des capacités dans la taille et la construction de la pierre. Bien que le site soit constitué d'un ancien village typique avec ses maisons, son architecture et ses vestiges d'irrigation, l'aspect et la fonction la plus remarquable du site sont ceux qui ont été taillés dans la roche solide du sommet de la montagne. L'aspect la plus remarquable du site, ou probablement de Nazca lui-même, est connu sous le nom de El Cascabel ou le Rocher qui se trouve au sommet de la colline. Il consiste en 2 lignes parallèles pointées vers l'est avec un azimut de 71 degrés et une élévation d'environ 6,75 degrés. Étonnamment, il s'agit de la direction précise de l'ascension des Pléiades au cours de l'histoire. Pourquoi ce dessin étrange a-t-il été taillé dans le sommet de cette montagne bolivienne? Cet ancien emplacement a-t-il déjà servi de rampe de lancement? De plus, la plupart des pierres environnantes semblent avoir été extraites dans le passé. L'extraction de cette vieille montagne pourrait-elle avoir été effectuée par une civilisation qui avait accès à des avions dans le passé? Pour répondre à ces questions, nous passons aux artefacts de Quimbaya. Les artefacts Quimbaya sont une collection de pièces d'or miniatures fabriquées par le peuple Quimbaya en Colombie. Les articles en or très stylés varient en taille de 2 pouces à 3 pouces, chaque pièce étant taillée pour avoir une apparence distincte. Que les chercheurs les ont classés comme des représentations de lézards, de papillons, d'oiseaux et d'insectes locaux, mais il est clair qu'ils ressemblent également à beaucoup de nos machines volantes modernes avec des gouvernails de queue et des hélices. Le fait qu'il y ait tant de parallèles avec les aéroplanes actuels étaye l'argument de l'artefact déplacé. Il semble bien trop sophistiqué pour les Quimbaya. Bien que les Quimbaya aient produit un large éventail d'objets en or, la majorité de l'attention a été portée sur ceux qui semblent trop avancés pour leur civilisation primitive.
La civilisation Kimbaya vivait sur le versant occidental de la cordillère des Andes, dans la vallée de la rivière Coca. Il n'existe aucune preuve définitive de la date à laquelle les Kimbaya ont vu le jour, bien que la plupart des experts supposent que c'était quelque part au 1er siècle avant JC. Ils étaient d'habiles chasseurs, pratiquaient une grande variété de cultures, pêchaient et possédaient de nombreuses industries dont l'extraction de l'or et l'orfèvrerie. Une notion populaire au fil des ans est que certains des artefacts de Kimbaya sont des modèles réduits d'aéroplanes ou de machines volantes. Avant d'adhérer à cette théorie, gardez à l'esprit que certains des objets ne ressemblent à aucune pièce vivante connue. Bien que la notion de vol remonte à des milliers d'années, le concept d'avion ne date que du début des années 1900. De plus, deux ingénieurs en aéronautique, Peter Belting et Conrad Luber, ont utilisé les dimensions des objets de Kimbaya pour réaliser des modèles à grande échelle de cet artefact qui ont été testés avec succès en vol. Ils ont démontré que les modèles pouvaient voler aussi bien avec une hélice unique qu'avec un moteur à réaction. Que pensez-vous de tous ces artefacts étonnants? Est-il possible que nos ancêtres aient possédé la technologie pour voler? Dites-le nous dans la section des commentaires.